Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine des élections présidentielles aux États-Unis, remportées donc par Joe Biden au détriment de Donald Trump. Et notre invité, c'est Dr Aubin Kodjovi Atnaton. Il est le président du mouvement politique Nouvelle Vision. Merci de rester avec nous, Dr Aubinton. C'est avec plaisir. Et durant cette seconde partie, nous allons surtout évoquer les leçons à tirer de cette présidentielle américaine. Mais ce que je voudrais vous demander d'abord, est-ce que cette victoire est définitive? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Joe Biden est définitivement élu président, 46e président des États-Unis? Bon, quand on parle de définitive, on doit au moins attendre la proclamation officielle selon la Constitution des États-Unis. Pour le moment, les tendances ont confirmé, en dehors de tout doute, que Joe Biden serait le président. Mais comme aussi dans nos pays, il y a le temps de contestation jusqu'à la validation officielle du résultat. Donc ce n'est qu'après cela qu'on pourra dire définitive. Mais pour le moment, vu ce qu'on nous a présenté, vu la nature des contestations même de l'équipe de Donald Trump, on pourrait dire que ce serait un peu difficile de faire un retour. Oui, mais Joe Biden est déjà félicité par le monde entier. Ça dit que ce n'est plus possible qu'un autre résultat soit servi aux Américains. C'est un peu... je ne sais pas comment le dire, mais quand nos présidents, sachant bien la loi, sachant bien quand même que quand on fait une élection, l'institution qui est habilitée à donner le résultat définitif ne s'est pas encore prononcée. Commencer à faire des félicitations, en fait, c'est un tout petit peu gauche, je dirais, parce que si on veut être... Surtout que l'adversaire n'a pas reconnu sa défaite. Hein. Oui. Même si l'adversaire se prononce avant qu'une institution, c'est-à-dire qu'un président de la République puisse se prononcer sur une élection, il pourrait quand même au moins attendre la version officielle de l'institution crédible à prononcer. Mais bon, on assiste à cela dans le monde, surtout quand il y a élection en Afrique, la France qui félicite certains présidents même avant la proclamation de la confirmation de la Cour constitutionnelle et autres. Donc ça se passe dans le monde, mais je pense quand même qu'en tant que président, moi j'aurais quand même attendu la validation officielle de la Cour constitutionnelle avant de me prononcer. Des allégations de fraude ont été servies par un des candidats, Donald Trump. Alors, qu'arrive-t-il à la démocratie américaine? Parce que beaucoup sont surpris de voir que même là-bas, on parle de fraude. Bon, je ne vois pas là d'où provient la surprise. Hein. J'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes, même dans le journal, surtout aux côtés de l'Europe, des gens qui se disent que l'Amérique est déchirée, que tellement de choses qui se passent dans la démocratie. Mais quand, par exemple, Donald Trump est en train de protester contre, revendiquer, par exemple, sa victoire, mais tout cela était prévu dans la démocratie américaine. C'est-à-dire, il peut y avoir des fraudes, il peut ne pas avoir, mais ils ont prévu cela. Donc, si le candidat utilise ce qui a été prévu et pour pouvoir confirmer sa défaite ou bien l'infirmer, je ne vois pas d'où provient le problème. Parce que quand on parle de fraude, ça peut n'être que la manière dont les gens doivent remplir les bulletins par anticipation avant que ça ne soit crédible, qui n'a pas été le cas. Oui, mais la fraude dont parle Donald Trump, ça veut dire qu'un parti comme le Parti démocrate s'est organisé pour tricher lors des élections. Bon, là, ce sont quand même des accusations graves. Là, ce sont des allégations. Maintenant, reste à savoir si ce sont des choses qui seront validées par les institutions en place. Nous avons déjà eu certains counties qui ont rejeté les revendications du président Donald Trump. Donc, si la loi prévoit que si vous n'êtes pas d'accord, amenez les preuves. Et nous allons revoir si Donald Trump a les preuves, il va présenter les preuves à la Cour. Et la Cour va décider par rapport à cela. Mais malgré tout, c'est le président des États-Unis, le président en exercice, qui donne ce genre d'informations.
est-ce qu'il ne décrédibilise pas les institutions américaines et la démocratie, justement, de l'oncle Sam? Je pense au contraire qu'il est en train de prouver ce qu'on appelle démocratie. D'autant plus qu'en Afrique, quand on dit il y a fraude, c'est le régime en place seulement qui arrive à frauder. Pourquoi? Parce qu'il contrôle toutes les institutions. Donc si déjà un président en exercice, un président sortant, parle de fraude, ça veut dire qu'il n'a pas, au fait, la même mise sur les institutions de l'État. Alors que ce n'est pas le cas en Afrique. Au fait, il faudrait qu'on dépasse la manière dont nous faisons la lecture des choses. Un président en exercice qui a même nommé des juges, qui a gouverné depuis 4 ans, mais qui parle de fraude, ça veut dire qu'il n'a pas, au fait, cette même mise sur les institutions, que les institutions ne sont pas en sa faveur, comme ça se fait ici en Afrique. Donc pour moi, c'est une démonstration d'un autre angle de la qualité de la démocratie américaine. Sinon, si c'était une chute, c'est le président en exercice ayant nommé telle ou telle personne à tel ou tel poste qui va user de cette relation amicale pour s'imposer autrement ou bien pour frauder en faveur du président. Donc nous devons quand même relire ce qui se passe d'une autre manière. Donc pour moi, je ne pense pas que la démocratie américaine est en train d'être déchirée. Justement, le camp Trump veut engager une longue bataille judiciaire quand on sait que à la Cour suprême, Donald Trump a positionné, il me semble, 3 juges déjà. Est-ce que sa cause ne risque pas de passer devant la Cour suprême? Une fois encore, nommer un juge ne te donne pas le contrôle sur le juge. Quand tu nommes un juge, tu le nommes parce qu'il est compétent dans l'application des tests. Il est compétent dans son domaine. Tu ne le nommes pas pour te servir, tu le nommes pour servir le poste et servir la population à travers l'opportunité qu'il a eue. C'est une grande différence. Et alors qu'ici, quand vous nommez à la Cour constitutionnelle, même en tant que président d'une Cour constitutionnelle, vous pouvez faire l'éloge du président, l'éloge du parti, ce qui n'est pas bon. Là, c'est que vous nommez la personne, mais ça ne vous donne pas l'autorisation d'influencer sur ce qu'il a comme mission à accomplir. Parce qu'il a aussi le droit de redevabilité vis-à-vis de la population. Et jusqu'où peut aller cette bataille judiciaire, selon vous? Juste là où il va perdre ou bien il va gagner. Parce que Donald Trump, je souhaiterais, ou bien j'aurais quand même, je crois qu'il doit avoir certaines preuves. Mais je sais que si Donald Trump n'a pas de preuves, même si on présente son cas devant un juge que lui-même il a nommé, le juge va renvoyer le cas. Donc pour nous aujourd'hui, ce serait peut-être prématuré de dire qu'il n'a pas raison ou qu'il a raison, mais qu'il apporte les preuves de son allégation envers les institutions, et ces institutions vont se prononcer, et de là nous verrons la dernière image. Et c'est ce qui va encore démontrer au monde entier que la démocratie, au fait, c'est la voix du peuple, parce que, étant président, il n'a pas la même mise. Je répète ça, parce qu'il n'a pas la même mise sur les institutions. C'est un grand problème que nous avons dans nos pays. Donald Trump est-il un mauvais perdant, finalement? Qu'est-ce que vous voulez définir par mauvais perdant? C'est-à-dire un perdant qui ne sait pas... Il ne peut pas reconnaître sa défaite et qui use de subterfuges et d'astuces. Non, il va peut-être revenir dans la course. Non, un président, il ne peut pas être partout à tout moment. Il a certainement eu beaucoup d'informations. Maintenant, est-ce que ces informations sont fondées? C'est à partir de l'analyse de ces éléments qu'on pourra savoir si Donald Trump veut faire la tête ou pas. Mais quand même, moi, mon désir, c'est qu'on ait un président sortant qui, s'il a perdu, il reconnaît qu'il a perdu. Et malgré tout ce qu'il a dit, tout le boucan autour de la chose, qu'il reconnaisse quand même que... Ces propos sont jugés quand même peu crédibles. On se souvient de cette diatribe au lendemain de l'élection. Plusieurs médias américains ont dû interrompre son discours, ce qui est quand même... une grande première aussi, un président de la République qui fait un discours au lendemain d'un scrutin, que les médias soient obligés d'arrêter ce discours parce qu'il racontait, entre guillemets, je ne veux pas dire trop de conneries, mais trop de contre-vérités selon ces médias. Là également, vous voyez le fruit de la réelle politique, de la démocratie. Dans quel pays africain les médias peuvent faire cela? Là, on parle de Donald Trump en tant que personne et sa personnalité, et on parle de la présidence de la République. Donc pourquoi les médias ont arrêté? Parce qu'une présidence de la République américaine ne peut pas se prononcer au moment où les
les bulletins ne sont pas encore prononcés et comptés. Donc, on voit que il agissait comme un Donald Trump et non un président de la République, parce que la présidence de la République est respectée. Il y a des choses à ne pas faire. Donc, quand ces médias ont vu que Donald Trump agissait comme Donald Trump et ne mettait pas ne donnait pas de crédit à la présidence de la République, ils ont arrêté. Et ce sont les fruits de ce qu'on appelle politique et démocratie. Et c'est ce qu'on veut en Afrique. On veut en Afrique également. Barack Obama appelait des institutions fortes. Exactement. Si ces institutions n'étaient pas fortes, qui es-tu? Dans quel pays africain le média aura la chance de dire non, le président raconte des conneries? Déjà, on met les médias à dos, on ne leur donne pas suffisamment ce qu'il faut pour vivre de leurs arts. On veut qu'ils reviennent toujours à la source, et la source, ça a seulement une seule direction, c'est ceux qui gouvernent. Donc si c'était que les institutions étaient fortes, étaient libéralisées, je pense que ça pourrait aussi se faire dans nos pays. Donc nous devons quand même lire dans les élections qui se sont déroulées aux États-Unis l'évolution de la démocratie américaine. Bon, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois trop de positivité dans ce qu'on appelle démocratie. Oui, Donald Trump, par son attitude, a fait des choses, franchement, qui ne sont pas vraiment alignées, auxquelles nous ne nous attendons pas. Mais les règles du jeu sont là pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez fauté ici, vous avez débordé ici, voilà ce qui doit être fait. Mais il pointe du doigt surtout le vote par correspondance, utilisé en majorité par les démocrates, mais il se fait que ces votes par correspondance ont fait basculer le scrutin. Oui, le vote par correspondance, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a instauré. C'était là avant. C'est que les démocrates, ayant eu le temps, parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir, ayant eu le temps de sensibiliser à fond, porte à porte, la population, ont pu amener cette population à comprendre que oui, dans cette période de Covid, c'est plus important de voter par anticipation, de voter un peu tôt, pour ne pas d'abord vous exposer à la maladie et perdre de temps et faire ceci. Donc, quand ils sont sensibilisés, et la plupart de ces gens qui ont été sensibilisés par les démocrates ont voté pour les démocrates. Donc, Donald Trump ne peut pas contrarier cette manière de voter parce que c'est dans le programme américain que ça devrait être fait, c'est possible, et ça se faisait depuis. Seulement que ça s'est intensifié cette fois-ci à cause de la pandémie. Et non seulement ça, si vous voulez voter, il y a le temps, il y a tout, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui contribuent à ce que les gens décident des fois de ne pas aller. Mais rester à la maison et voter, vous allez voir que beaucoup d'Américains ont voté. Plus de 100 millions d'Américains ont voté par anticipation. Record, je ne sais pas s'il y a eu plus d'électeurs dans une élection aux États-Unis que cette année. Selon les données, c'est le record. C'est le record cette fois-ci. Et surtout, les votes par anticipation. Mais dans les autres pays, il y a plutôt une désaffection vis-à-vis des élections. Les taux de participation chutent plutôt, mais pourquoi aux États-Unis ça augmente au contraire? Mais vous allez voir, déjà quand il y a une sensibilisation qui a permis à ce que les élections soient faites par anticipation, par mail. Ici au Togo, est-ce qu'on le fait? On le fait souvent, les élections par mail. Donc, on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Donc là, les gens ont eu le temps, ils sont à la maison, leurs activités ont été réduites. Ils ont eu le temps de penser, de réfléchir, d'agir. Et la Poste aussi a joué son rôle parce que la Poste est devant ta maison, pour ne pas dire dans ta maison. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile de tricher à travers ces votes par correspondance plutôt que d'aller dans l'isoloir au vu au su de tout le monde et de voter? Le vote par correspondance ne respecte pas toutes les règles. Par rapport à quelle règle, par exemple? Règle de transparence. La règle de transparence ne demande pas ce que la personne soit là-bas avant de parler de transparence. Vous devez être sur la liste des électeurs. Et quand vous votez, votre nom rentre dans la base de données. Ça veut dire qu'un peu partout. Oui, mais le vote par correspondance, vous n'êtes pas dans un... dans un isoloir. Est-ce que c'est secret? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de vous? Est-ce qu'il n'y a pas d'influence au moment où vous votez? Je pense qu'au moment où la loi se décidait par rapport au vote par correspondance, ils ont eu à évaluer toutes ces choses. Et avant de partir, même aller voter, vous partez d'une maison. Donc il n'y a pas des gens qui vous ont parlé. Il y en a eu.
Maintenant, dans l'isoloir, vous faites ce que vous Même aux devez faire. États-Unis, même dans les bureaux de vote, on peut parler aux électeurs, hein, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Parler aux électeurs dans les bureaux de vote. Enfin, dans la cour. Non, le jour des élections, en fait, tu ne fais plus campagne. Ça finit. Oui, mais on continue de faire campagne aux États-Unis, alors que ça s'arrête la veille pour les autres pays. Oh, vous savez toujours qu'il y a des gens qui essaient de faire un peu au-delà. Mais quand ça s'arrête au fait. Donc vous allez, j'étais photo même sur internet, je suis parti voter. Le jour-là, je n'ai plus quelqu'un qui m'a dit voter tel ou voter tel. Mais il y a les deux partis qui sont là, qui vous donnent peut-être de l'eau ou bien des bulletins, des choses comme ça. Non, les deux sont là, les deux sont là pour vous donner les éléments, comme ceux qui ne savent pas voter, comment est-ce que vous allez voir, voilà les bulletins, voilà, telle personne te donne, l'autre te donne. Et tu y vas, tu fais ton choix. De la même façon, à la maison, la personne va faire sa campagne, mais c'est toi seul qui vas noter avec ta main ce que tu veux. Le vote par correspondance est autorisé pour les deux camps, donc finalement on ne va pas dire. Vous avez vu, vous avez bien tranché, donc c'est ça. Donc je ne pense pas qu'il doit s'abattre sur les votes par correspondance pour dire qu'il y a fraude. Mais là, quoi qu'on dise, la contestation des élections aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux pour les pays africains? Les Africains peuvent s'adosser sur ça pour dire, même aux États-Unis, oui, tout à fait. Les élections sont contestées, donc contestables. Sont contestables. Mais ce qu'ils doivent lire dans ça, d'abord, qui est en train de contester les élections? C'est ceux qui gouvernent, qui contestent. Ce qui veut dire que la démocratie a tellement atteint un niveau où ceux-là qui gouvernent peuvent perdre la main des institutions. Donc, au fait, ils doivent lire en ce qui se passe aujourd'hui la maturité de la politique américaine. Mais s'il veut s'adosser sur ça pour dire que oui, les gens peuvent contester même aux États-Unis et continuent pas à faire ce qu'ils sont en train de faire, je ne pense pas que ça nous amènera quelque part. Au fond, qui organise les élections aux États-Unis? Ce sont les institutions. C'est l'institution qui est chargée d'organiser les élections qui le fait. C'est la commission électorale des États-Unis qui le fait. Est-ce qu'il existe aussi une commission électorale ou c'est l'administration qui s'en occupe? Non, il existe il y a la commission électorale qui organise les élections. Donc ce n'est pas une institution acquise acquise au bien du président ou bien de quelqu'un qui le fait. Non, c'est une institution indépendante qui organise les élections. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a l'élection, c'est une institution composée, c'est comme chez nous ici, composée des représentants, des démocrates, représentants des républicains, avec des tests qui sont là et des règles de vote qui sont claires, partagées de tout le monde. Donc, là, on ne peut pas dire, et puis dans les bureaux de vote, vous allez voir, il y a tous les représentants qui sont là. C'est pas comme ici où dans 10 000 bureaux de vote, on ne voit que peut-être dans 3 ou 4 000 bureaux de vote où on a des représentants d'un parti donné. Ici aussi, c'est autorisé à tous les partis d'avoir des représentants. Oui, c'est autorisé, mais l'autorisation se limite des fois à des moyens. Et surtout quand vous êtes là et que vous ne créez pas les moyens là pour le faire, ça devient très intéressant. Bon, dans tous les cas, on ne donne pas raison à ceux qui n'arrivent pas à avoir des représentants. Parce que moi, quand j'étais candidat, j'avais tout prévu pour être présent dans tous les 10 000 et plus bureaux de vote si on en avait plus. Donc voilà, on se crée les moyens si on les a pas. Vous avez beaucoup de moyens. Oui, les moyens, le plus grand, c'est ce qui est dans ta tête, c'est la stratégie. Donc, si vous n'avez rien dans votre poche et vous devez aller à Cara, vous pouvez y aller, vous pouvez y rendre, vous rendre là-bas. En faisant quoi? En mettant sur pied toute une stratégie. Donc, les moyens, c'est pas seulement la poche, hein. Les moyens, c'est la créativité, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour atteindre sa finalité. Et quelle stratégie aviez-vous mise en place pour avoir vos représentants dans les bureaux de vote? Vous allez voir ça prochainement lorsque nous aurons une nouvelle élection. Et surtout... Ça veut dire que vous êtes déjà candidat pour 2025? Mais ce qui est sûr, on va jusqu'au bout. Nous ne sommes pas engagés pour essayer de retourner. Nous sommes décidés pour pouvoir... nous engager et défendre la cause de la jeunesse togolaise, la cause de la population togolaise souffrante. Et tant que nous avons toujours autour de nous des gens qui continuent à souffrir, des jeunes qui sont en fin de formation, sans emploi et autres, nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Et donc, la conclusion, la synthèse de ce chapitre, c'est qu'on peut contester les élections aux États-Unis, mais en Afrique, contester les élections, ce n'est pas le même contexte. Oui.
Donc, comme synthèse, moi, je dirais que les tests démocratiques sont faits en tenant en compte tout ce qui peut arriver. Dans les élections de 2020 aux États-Unis, le président de la République a contesté et doit suivre ce qui a été prévu par les tests lorsqu'il y a contestation. Ce que nous pourrons retenir dans tout ça, c'est que la contestation ne prend pas en considération la position de la personne, mais les éléments de la contestation. Donc les Africains doivent aussi voir ça, et pour ne pas croire que contester veut salir l'image des États-Unis, mais ça démontre plutôt la grandeur de la démocratie aux États-Unis, que si Donald Trump ne se comporte pas comme un président, les tests, les institutions sont là pour mettre fin à son comportement. Et pourquoi les opposants ne sont pas pris au sérieux quand ils contestent les élections en Afrique? Je veux parler de la Guinée, par exemple. Je veux parler de la Côte d'Ivoire, et même du Togo, où existe encore une contestation électorale par la dynamique Monseigneur Podjo. Oh, là, vous savez que là où vous devez amener vos contestations, c'est dans la chambre de ceux-là qui sont au pouvoir. Donc, ce n'est pas le même schéma. Là, les institutions sont libéralisées, les gens travaillent parce qu'ils ont été formés pour travailler dans tel ou tel domaine, pas pour quelqu'un, pas pour servir l'ambition de quelqu'un. Donc, la contestation ici, par exemple, se fait toujours par les opposants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au pouvoir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir ont la même mise sur les institutions. Le parti au pouvoir aussi fait de temps en temps des recours devant la Cour constitutionnelle. Oui, il le faut des fois pour jouer. Ils l'ont fait lors des élections législatives. Il le faut des fois pour faire le fair play. Pour faire le fair play. Bon, pour le moment, bon, nous savons tous que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore la démocratie que nous voulons vivre, que nous avons ici dans nos pays africains. Et certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de mauvaise volonté, qui le font peut-être sans même le consentement de celui qui gouverne. Mais on sait que ça se fait. Moi, je ne parle pas sans preuve parce que j'ai été victime moi-même. Donc c'est pourquoi je l'ai dit sur le plateau. Oui, mais docteur, mais j'ai du mal à vous lire parce que vous semblez dire que les institutions qui organisent les élections ne sont pas crédibles. Alors, pourquoi, dans ce contexte-là, vous décidez d'être candidat, de postuler? Oui, vous savez, le régime ou bien le pouvoir, c'est une machine. Que vous décidez de participer ou pas, ça va tourner. Et nous avons vu, là où la politique de Chesville n'a pas profité. Nous sommes inscrits dans la dynamique d'aller aux élections en croyant ou bien en travaillant d'une manière à influencer l'excès de ceux-là qui abusent du pouvoir. Mais peut-être que le travail que nous avons fait n'a pas atteint le niveau donné pour le moment. Donc nous ne sommes pas là en ne sachant pas que voilà, ça ne se fait pas de telle ou telle manière. Vous allez voir qu'à la veille même des élections, à la Nouvelle Vision, nous nous sommes rapprochés de la CENI, nous sommes rapprochés du ministère de l'Intérieur pour quand même essayer de voir comment les choses s'organisent, là où on peut influencer d'une manière positive, là où on peut contraindre pour que à la fin les élections soient meilleures. Parce que là, vous allez voir en Afrique, la plupart du temps, le problème que nous avons, c'est que nos présidents ne font que des mandats de maintien. Donc ces mandats de maintien se basent sur la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui pourra arriver au moment où nous allons perdre ces élections? Donc c'était une stratégie d'aller vers ces institutions et de les faire savoir que nous ne sommes pas là pour faire du mal à quiconque, mais pour faire évoluer le pays. Donc à la Nouvelle Vision, nous l'avons fait. Peut-être que nous n'avons pas encore gagné la confiance de ceux-là, c'est pourquoi ça a été de la sorte. Donc ce n'est pas une manière d'aller, sachant bien que nous allons échouer, non. Donc vous, Aubenton, candidat à une élection, candidat malheureux, vous auriez contesté autrement que ce que fait maintenant Guillaume Kodjo aujourd'hui? Moi, en tant que candidat, je serai président. Et si oui, supposons. Oui. Bon, je ne suppose pas ce qui n'est pas normal. Parce que, en travaillant, en voyant nos aînés politiques, en voyant les insuffisants, je me suis apprêté à beaucoup de choses. Quand je veux contester, c'est parce que j'ai des preuves de la contestation. Donc, pour pouvoir avoir ces preuves, il faut avoir des gens présents dans ces bureaux de vote. Moi, au jour des élections, même, j'avais des collaborateurs aussi qui se sont dispersés un peu partout pour voir ce qui se passe. Même à Agoué, c'est-à-dire à Lomé,
en plein Lomé, il y avait des bureaux de vote sans des représentants de l'opposition. Mais c'est pas acceptable. Mais nous allons avoir les contestations comment? Parce que depuis là, quand la dynamique a commencé à faire sa contestation, c'était légal, parce que les tests ont prévu la contestation. Maintenant, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour faire la contestation? Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre, chacun de son côté, de dire que oui, M. Agboyome avait raison ou pas. Moi, c'est sur ça que j'allais me baser. Mais depuis là, je pense que ça a été très difficile de prouver que voilà. M. Agboyome a quand même déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Oui. Ben selon les recours, les éléments fondés, parce que nous sommes dans un monde de réseaux sociaux aujourd'hui. Nous savons que oui, une vidéo par ici où on filmait quelqu'un faire ceci, oui. Est-ce que nous avions eu tellement assez d'éléments qui pourront influencer les résultats, oui ou non? Je ne sais pas. Donc vous voulez dire aujourd'hui que c'est une contestation stérile, ce que Agboyome Kwadwo continue de faire avec la dynamique Kwadwo, parce qu'ils n'ont pas les éléments de preuve, des éléments suffisants? Non, je ne peux pas me prononcer sur ça. Ça ressort de la crédibilité des institutions. Je peux constater par rapport à ce qui a été dit et à ce que nous suivons que voilà, il y avait eu une contestation et ça a été rejeté parce que les éléments de cette contestation n'étaient pas vraiment crédibles. Mais là également, je peux dire quand même que M. Agboyome pourrait présenter des éléments qui sont rejetés par les institutions parce que j'avais présenté des éléments de contestation où on m'avait dit qu'il ne trouvait pas de preuves. Oui, mais au même moment, j'avais mis ça au public. Les gens ont vu quand même que Kodjovi Obinton avait tout. Il avait tous les dossiers, il avait toutes les signatures. Mais c'était par abus qu'il a été enlevé de la course. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que ces éléments doivent être au fait le fond de la contestation. Donc vous n'avez pas encore vu les éléments d'Agboyome Kwadwo? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu dans les rapports où il y a eu des déclarations sur il y a eu abus ici, il y a eu vol ici. Je me souviens également du jour des élections où il y avait des urnes à moitié remplies, où on a repris les élections dans certains centres. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a eu assez d'éléments pour pouvoir renverser la tendance? Ça, je ne le sais pas. Parce alors, que ça comment pas comprenez-vous et donc la contestation qui se poursuit pour la dynamique Monseigneur Kwadwo? On a entendu sur les réseaux sociaux aussi des nominations par-ci, des nominations par-là. Quelle lecture faites-vous de cette forme de contestation? Non, à ce niveau, ce serait difficile pour nous, autres que la dynamique Monseigneur Kwadwo, de nous prononcer sur ça. S'ils continuent de contester, c'est parce qu'ils ont des éléments sur lesquels ils se basent pour continuer la contestation. Maintenant, s'ils ont des éléments fondés, je pense qu'autour de M. Agboyome, il doit y avoir des gens calés, des gens très intelligents. Donc, ils ont certainement des éléments peut-être pas encore mis à disposition du public, mais qui sont en train de travailler pour que cette contestation puisse porter de fruits. Oui, mais porter des fruits de quelle manière? Dès lors que l'institution chargée de proclamer de façon définitive la victoire a déjà fait son boulot. Oui, de quelle contestation parlez-vous? C'est ça, j'ai dit, quand eux aussi savent comme vous que l'institution a déjà prononcé et qu'ils continuent la contestation, c'est parce qu'ils ont une entente donnée. Donc, si leur attente est atteinte et que c'est positif pour le pays, on va tous applaudir. Mais en me basant un peu sur ce que nous avions vécu depuis plus de 30 ans, je sais qu'à la fin de chaque élection présidentielle, on rentre dans la période de contestation jusqu'à une nouvelle élection. Donc, pour moi, je pense qu'on doit laisser de côté certaines cantates politiques et retrouver ce peuple et servir ce peuple et savoir de quoi a besoin notre peuple. En 2020, 22 février 2020, moi j'ai toujours dit, surtout avec les jeunes qui sont dans cette dynamique de la nouvelle vision, que les politiciens n'ont pas gagné, mais les Togolais ont gagné. Parce que aujourd'hui, ceux qui gouvernent et la nouvelle classe politique sont tous confrontés à tout faire pour trouver solution à ce peuple qui est dans la rue, qui cherche du boulot, qui cherche à manger, qui cherche à se soigner. Donc, le travail que nous avons aujourd'hui, c'est là que notre triptyque est venu. Il faudrait tout faire que la politique que nous aurons à faire puisse être productive
pour les citoyens togolais. Oui, mais je reviendrai sur votre triptyque, mais on va vider d'abord la corbeille de la contestation des élections. On a vu, après le Togo, le même mode de contestation être en érection en Guinée, avec Seloun Dalen Diallo, qui s'est proclamé avant la proclamation des résultats officiels. En Côte d'Ivoire, l'opposition aussi a contesté à sa manière les élections en créant un conseil national de transition pour remplacer le président élu. Est-ce que finalement, sur le continent, les élections ne vont pas perdre de leur... on va dire, de leur sérieux, de leur crédibilité. Quand à chaque fois, il faut que l'opposition se proclame vainqueur, il faut que l'opposition conteste. À quoi servent finalement les élections? À quoi servent les élections? Ça, c'est une très belle question. Les élections, au fait, pour moi, pour le moment en Afrique, ce n'est qu'une manière de confirmer ce qui a été déjà décidé. Je le dis parce que dans la plupart de ces pays, vous allez voir les gens essaient d'influencer les élections d'une manière ou d'une autre. Soit ce sont les urnes qui sont bourrées, soit ce sont des gens qui ont bénéficié des atouts de l'État, soit des atouts financiers et autres, pour voter pour tel ou tel candidat. Soit ce sont des influences ethniques par rapport à certains membres de ceux qui gouvernent, qui agissent sur les populations. Donc, d'une manière ou d'une autre, on reconnaît quand même que ceux qui sont en train d'organiser les élections n'ouvrent pas clairement les jeux pour que tout le monde puisse jouer clairement et savoir qui est le gagnant des élections. Contre ce système-là, pour vous, la nouvelle arme de l'opposition, c'est de se proclamer vaille que vaille. Bon, si l'opposition utilise cette arme et que ça ne donne pas de résultat depuis, il faudrait une nouvelle vision. Et parce que avant d'arriver à cela, moi je me demande toujours pourquoi ceux qui ceux qui veulent garder le pouvoir continuent dans cette dynamique de garde de pouvoir. La plupart du temps, vous allez voir que si vous faites un mandat, un second mandat, et que vous au second mandat déjà, vous ne faites pas un mandat de l'État, un mandat de la nation. Donc vous êtes parti pour chercher un mandat de maintien. Parce que ce sont des gens qui, peut-être dans l'exercice de leur mandat, ils n'ont pas pu satisfaire beaucoup de choses de la population. Ils s'attendent vraiment à un châtiment après le pouvoir. Et là... Est-ce qu'on peut le dire, en Guinée, Alpha Condé a fait ses 2 mandats. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait ses 2 mandats. Est-ce qu'ils pouvaient se reprocher véritablement des poursuites après leur départ? C'est possible. Quand vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé autour du dossier Gbagbo, autour du dossier Soro et autres, c'est possible de craindre quelque chose après le pouvoir. Et si vous êtes en train de craindre alors que vous pouvez d'une manière subtile changer la condition pour être encore là, vous le ferez, et c'est ce qu'il a fait. Et alors que ce sont des choses qui sont faites de mauvaise foi. Donc c'est pourquoi les opposants en Afrique contestent toujours. Mais moi je pense quand même également que pour résoudre ce problème, il faudrait redéfinir le rôle d'une opposition dans un pays comme les pays africains. Parce que l'opposition, je crois comprendre que son rôle c'est de s'opposer radicalement à ceux qui gouvernent. Alors qu'au fait, c'est une partie de la population qui a pour mission d'évaluer ce qui a été fait, de faire des promesses, des propositions concrètes pour que cette opposition contraigne à la meilleure gouvernance, à l'amélioration de la gouvernance. Mais est-ce que le comportement de l'opposition n'est pas la conséquence de la manière ou de la place que le pouvoir lui réserve? Et si c'est ça le cas, ça veut dire que le pouvoir lui crée un secteur où l'opposition restera là-bas pour que le pouvoir aussi reste là où il est. Donc nous devons dépasser cette limite-là pour savoir que même l'opposition est forgée dans cette dynamique de réflexion, dans cette dynamique de contestation, pour que ceux qui continuent de gouverner continuent à gouverner. Mais si nous changeons de paradigme et nous revenons à un réel rôle d'une opposition qui a pour finalité d'impacter à l'amélioration d'une gouvernance pour que la politique puisse servir les populations, je pense qu'à la fin, les gens n'auront plus au fait la peur
des hommes contre des hommes, mais ils auront un combat des idées pour l'amélioration des conditions de vie. Comment pouvez-vous contribuer à l'amélioration de la gouvernance si vous n'êtes pas au pouvoir, autrement que de dénoncer les dérives que vous voyez devant vous? La dénonciation aussi, c'est une manière de contribuer. Maintenant, de quelle manière cette dénonciation est faite? Est-ce qu'elle est faite pour créer une guerre ou bien elle est faite pour changer un comportement? C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre certaines personnes et puis la nouvelle vision. Oui, on ne peut pas se taire sur tout, mais il faut dénoncer, mais d'une manière plus responsable pour que ce que vous êtes en train de dénoncer puisse être changé. Oui, non pas pour dénoncer, pour se faire voir. Ce que vous dénoncez est juste, est-ce qu'il faut parler de la manière, docteur Reton, chez vous, quand vous avez un intrus, par exemple, en train de se saisir de vos biens, est-ce qu'on vous reprochera d'avoir crié trop fort ou... non, je ne pense pas que l'exemple est vraiment comparable à la situation. Là, vous avez pris quelqu'un en flagrant délit, bon, il y a une réaction qui se fait. Donc, bien sûr. Oui, mais dans le cadre politique, si l'opposition constate aussi, preuve à l'appui, qu'il y a mauvaise gouvernance, comment voulez-vous... Exactement. Je prends l'exemple de ma publication d'avant-hier sur le dossier Petrolgate. Mais nous avons constaté, pour le moment, du moins, que voilà un dossier brûlant qui est là. Et si ce dossier s'avérait vraiment réel, il faudrait quand même que quelque chose se fasse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si on doit envoyer un courrier à la présidence, on l'a fait. Si on doit faire une dénonciation d'une manière plus, je dirais, constructive dans les presses, on le fait. Sur les radios, on le fait. Mais on ne va pas rester dans une dénonciation insultative qui n'apportera pas au fait un changement, mais qui fera plutôt renforcer le camp adverse. Parce qu'après tout, pourquoi on dénonce? On dénonce pour que ça change. Et que si ça change, ça va avoir des impacts positifs sur la population. Alors que pour nous, en Afrique surtout, la dénonciation est faite pour démontrer que l'autre est mauvais. Et quand l'autre se sent mauvais, mais il renforce ses gardes et ne veut plus partir. Mais docteur, donc, concrètement, comment pouvez-vous dénoncer pour que l'autre ne se sente pas offensé? Bon, vous allez voir dans les propos la manière de faire de la nouvelle vision depuis, on a dénoncé la manière dont nous avons été ôtés de la course. D'une manière donnée. On a été rencontrer ces gars qui nous ont ôtés de là, mais ce qu'on pourra dire, ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra conclure, on l'a fait pour que ça ne se répète plus. Oui, bon, on en parle. Savoir si vous aurez les résultats. Oui, c'est justement, on pourra évaluer notre stratégie à la fin, lorsque le résultat sera là. Vous aurez obtenu. C'est ça. Donc, mais il y avait une autre manière de dénoncer. Le jour, là, le 17 janvier, là, je pourrais tuer tous les médias, crier pour dire qu'on m'a volé. Et ça ferait du bruit, mais peut-être pas d'impact. De protestation. Justement, parce que j'avais tellement des ambassadeurs qui étaient prêts à se mobiliser. Oui, je ferai le bruit, mais le bruit apportera quoi dans la vie de cet étudiant qui a fini... Il ne faut pas confondre avec ambassadeur plénipotentiaire. Non, je parle des ambassadeurs, docteur Ton. Vos militants. Nos militants, oui. Donc, voilà un peu des manières de dénoncer qui ont pour conséquence de corriger. Bon, c'est de ces attitudes-là que nous parlons. Donc, quand vous parlez de changement de paradigme, ça commence par la manière de s'exprimer, la communication envers le pouvoir en place. Justement, on peut dénoncer en cherchant même à rencontrer ceux-là qui ont posé telle ou telle action. Nous sommes donnés depuis le mois passé la mission de rencontrer certaines institutions. Pourquoi? Parce que je me souviens d'un dossier, le dossier PENPER, qui était un dossier chaud où il y avait un dossier PENPER, P-E-N-P-E-R, un dossier sur l'agriculture où il y avait des fonds alloués au Togo qui dormaient dans les armoires jusqu'à la dernière minute. Les gens ont commencé par faire ceci et cela. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir au niveau des institutions ce qu'on peut rencontrer pour demander au fait ce qui se passe. Déjà, aller demander, poser des questions sur ces dossiers, c'est une manière de dénonciation. Ça fait que les gens savent que,
La population est au courant de telle ou telle chose. La population nous regarde. La population sait que quand on fait ceci, ils vont parler. Est-ce que vous avez été reçu? Est-ce que les informations vous ont été données par rapport à ce dossier? Par rapport aux institutions que nous avons programmées, oui, il y avait une seule institution que dans notre liste qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer pour le moment. Mais ils nous ont fourni les informations dont il faut. Donc si déjà à ce niveau, on voit qu'il y a insuffisance à certains niveaux donnés, nous allons faire nos rapports, nous allons les adresser d'une manière polie pour que ça change. Parce que moi, ce qui est plus important pour moi, c'est ce qu'on a au-delà de la dénonciation. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette dénonciation? Est-ce que c'est pour permettre à la personne de changer, pour que ça puisse porter un fruit ou pas? Donc c'est l'essentiel. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons continuer à vivre cette scène politique à chaque fois où on dénonce pour dénoncer. Celui qui est là renforce également ses gardes et la lutte continue. Donc, c'est ce que vous appelez contribuer, collaborer et contraindre. Oui, c'est le triptyque. Il faudrait contribuer parce que des fois, il y a des propositions que nous pourrons faire qui pourront servir à nos gouvernants. Ils peuvent tirer de nos propositions pour améliorer leur programme. Donc, il faut contribuer quand il faut. Il y avait, le président de la République a lancé un appel à fonds pour lutter contre Covid. Au niveau de la nouvelle vision, on a jugé contribuer également. Donc, on a donné une petite enveloppe de 1 million pour aussi contribuer. C'est une manière aussi d'agir sur la gouvernance. Maintenant, collaborer, des fois, il y a de l'expertise. Collaborer, des fois, il faudrait quand même que nous amenions les jeunes à comprendre le rôle que ces institutions ont à jouer. Des fois, il faut amener ces administrés à comprendre les administrations. Donc, il faudrait contribuer et collaborer. Donc ça, c'est la manière c'est la collaboration. Maintenant, la contrainte, c'est la forme de dénonciation, le suivi que nous ferons, c'est au fait le contrôle citoyen que nous ferons des actions de l'État. Chaque mois, vous allez voir qu'au niveau de la nouvelle vision, nous voyons les grandes décisions du gouvernement, nous les évaluons, nous voyons pourquoi, par exemple, le gouvernement est parti faire des levées de fonds sur le marché, qu'est-ce qu'il utilisera le fonds là pour faire. Ils savent maintenant aujourd'hui que tout ce qui se fait, au moins il y a une nouvelle vision qui est en train de voir. Donc ça va les contraindre de mieux travailler. Il y a le Premier ministre qui a ordonné à ce que tous les ministres aient un cahier de charges. Maintenant, ces cahiers de charges doivent avoir des suivis. Les gens ont prononcé, voilà ce que nous allons faire. Mais il doit, en des temps donnés, nous, à notre niveau, c'est de voir si ce que ceux-là se sont donnés comme mission ont été accomplis. Sinon, allez vers eux pour dire, voilà, vous avez dit tel temps que ceci sera fait, et ça n'a pas été fait. Et ça donnera, au fait, une contrainte qui va leur permettre d'améliorer. Donc, nous, on a utilisé les 3C parce que on ne va pas seulement contraindre et rester dans notre angle. En contraignant, on collabore et on contribue. Et à la fin, il faudrait que ça puisse agir sur la gouvernance afin que la pauvre population bénéficie au fait de la gouvernance. Et c'est ce qu'on appelle politique. Cette politique-là qui permettra d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Je vais vous relancer sur le million dont vous avez parlé. Je n'avais pas l'information. Vous dites avoir contribué à hauteur d'1 million au fond Covid contre le coronavirus. Oui, oui. Donc pratiquement vous êtes le seul parti d'opposition, à moins que je n'ai l'information des autres partis parlementaires. Mais est-ce que ça ne va pas vous desservir le fait qu'un parti d'opposition décide, dans le contexte togolais, d'apporter une telle contribution Oui, quelque part, je comprends pourquoi. Parce que les gens vont penser que quand vous êtes de l'opposition, que l'État fait appel, que vous donnez de l'argent pour que ça puisse aller mieux. Parce que l'argent demandé, est-ce que c'est pour servir, c'est pour prendre de l'essence dans les voitures des gouvernants, ou bien c'est pour améliorer la santé de nos concitoyens? Oui, mais est-ce que vous avez la garantie de la bonne utilisation de ces fonds? Bon, comment vous pouvez avoir la garantie si vous ne laissez pas les gens jouer sur les terrains pour voir? Donc, quand nous avons donné ces fonds, ça nous permet quand même d'aller demander comment les fonds là sont utilisés. Mais si vous ne donnez rien et vous allez là-bas pour dire, nous voulons savoir comment le fonds a été géré, est-ce qu'ils seront habilités à vous donner les vraies informations?
Même si, normalement, vous donnez ou pas, il devrait le faire. Donc, c'est aussi une manière d'agir sur la politique. Dans nos pays, et surtout au Togo, ce n'est pas, au fait, très fréquent de voir un parti non au pouvoir contribuer pour l'amélioration des choses. Mais autour de nous, à la Nouvelle Vision, tous nos ambassadeurs autour de nous comprennent que Kodjovi Obenton ou bien la Nouvelle Vision n'est pas dans une posture de lutte contre un quelqu'un donné. Nous contribuons quand il le faut, et nous allons collaborer quand il le faut, et nous allons contraindre quand il le faut. Et tout ceci avec une seule intention, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations, et surtout de créer des opportunités pour nos jeunes. Donc voilà le pourquoi nous l'avons fait. Et si vous n'avez pas eu l'information, bon, on n'a pas trop communiqué sur ça comme si on faisait le faire voir, mais quand même, retenez que la Nouvelle Vision a donné une enveloppe de 1 million de francs. Votre enveloppe a-t-elle été acceptée? Elle a été acceptée, c'est à la banque, on l'avait pris, on nous a donné un reçu pour ça. Mais contribuer, collaborer, est-ce que ce n'est pas plus facile à faire si vous étiez rentré au gouvernement? Pourquoi vous n'avez pas cherché à intégrer la nouvelle équipe gouvernementale? Si vous voyez, par exemple, aux États-Unis, quand on a les républicains et les démocrates, c'est que quand il y a certains qui sont sur la pelouse en train de jouer, il doit y avoir d'autres qui sont en train d'observer et de diriger et de télécommander un tout petit peu, si on peut utiliser les termes. Donc, si nous sommes tous dans le même moteur, ce serait difficile des fois de pouvoir voir tout et de donner des orientations. Donc, ce n'est pas une obligation d'être dans le moteur. D'abord, on ne s'invite pas soi-même dans le moteur. On doit te faire appel. Et de deux, ce n'est pas une condition sine qua non, une condition indispensable pour agir, pour apporter sa contribution. Donc pour nous aujourd'hui, que nous soyons au niveau du gouvernement ou pas, nous pensons quand même que chacun a son rôle à jouer. Et ceux qui ne sont pas au gouvernement ont aussi des responsabilités vis-à-vis de l'amélioration de la gouvernance. Donc c'est pourquoi nous n'allons pas attendre devenir président avant d'agir. Nous continuons à agir, même depuis le jour où on nous a fait sortir de la lutte. Nous continuerons pas à agir. Et surtout, en voyant autour de nous tous ces jeunes-là sans emploi, les professeurs dans leurs conditions données, les médecins dans ces conditions, les mamans dans les marchés, et ceux qui à la rentrée, à chaque fois, sont en train de souffrir, en train de grincer les dents et autres. Nous allons continuer à travailler pour que le peuple puisse être au courant, peut être mis au courant des opportunités que nos gouvernants ont afin de saisir ces opportunités pour changer le quotidien des Togolais. Est-ce que vous dites aurait pu être très profitable si vous avez des candidats dans les mairies aujourd'hui? Vous n'avez pas participé aux élections locales ni aux législatives. Oui, chaque politique a sa stratégie. Nous avons opté pour la stratégie de rentrer directement par la grande porte. Hein. Oui, et justement parce que nous avons compris que pour que ça change même à la racine, il faudrait que ça débute depuis là-bas. D'autant plus que ceux qui sont là dans les institutions et surtout dans les plus grandes institutions ne servent que le désir de celui qui donne les ordres. Donc quand les ordres qui sont venus ne sont pas de bons ordres, alors vous voyez que leur mission ne sera plus bénéfique à la population. C'est pourquoi on a choisi de ne pas rentrer par les petites portes et de frapper par le haut. Mais donc, docteur, voilà. Obenton, nous arrivons pratiquement donc à la fin de notre émission. En 30 secondes, en un mot, quelle leçon l'Afrique peut tirer de ces élections américaines qui viennent de connaître leur épilogue? Bon, là, je dirais qu'il faut que les Africains aussi reconnaissent que, comme la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les Blancs aussi mouraient à côté de nos parents, et les gens ont vu quand même qu'il y a toujours... l'homme n'est pas parfait, et aucune démocratie n'est parfaite. Bien, si les gens ont une lecture négative de la scène, d'autres en ont une lecture positive. Mais ce que nous devons tirer en tant que leçon, c'est de tout faire pour arriver à avoir des institutions fortes qui peuvent agir même au moment où un président de la République va au-delà des attentes de l'État pour qu'en la fin, la gouvernance, la politique et la démocratie puissent servir le peuple et non soit à la merci d'un quelqu'un. Merci infiniment, Dr Robin Kodjovi Atinaton, président de Nouvelle Vision. Merci d'être passé nous voir. Je vous en prie. Et donc c'est la fin de notre forum. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.